Amis des colis de fans, bonjour. Et aujourd'hui encore un colis de fans, décidément ça n'arrête pas et c'est pour mon plaisir et j'espère le vôtre que nous allons découvrir celui de Joël aujourd'hui, ce sera le 52e colis de fans, avec quelques composants, quelques appareils assez intéressants. Alors déjà on va remonter un petit peu à quelque chose, alors c'est vrai que moi je suis pas fan des tubes, mais alors il y avait ce tube qui est un QQV06-40A, ça rigole pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce magnifique système? C'est une double tétrode VHF de puissance, en fait, qui, si on en croit sa doc, permet de faire en push-pull 2 fois 20 watts. Ma foi, déjà, une puissance assez intéressante et fonctionne jusqu'à 500 MHz, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc c'est vrai que pendant assez longtemps, en fait, quand on voulait avoir de la puissance en HF, on utilisait plutôt des tubes que des transistors, même si maintenant on a des transistors assez performant aussi. Donc voilà, bon, alors moi je suis pas fan des tubes, mais voilà, on voit bien ici ce côté double tétrode avec là les sorties en haut et là les différentes broches, dont alors le chauffage, c'est un tube, ce qu'on appelle un chauffage indirect, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur un filament. Alors cela, il y a un double filament en fait, mais qui est branché en série avec un point milieu, ce qui permet par exemple, on met les deux filaments en parallèle. Et dans ce cas-là, ça consomme 1,8 ampères, ce qui est pas mal, sous 6,3 volts, c'est déjà une belle puissance. Et si on les met en série, bien sûr, ça divise par 2, donc sous 12 volts, on aura 0,9 ampères. Donc voilà pour ce tube. Bon, je vais le garder pour ma collection, mais c'est vrai que, n'étant déjà pas tellement fan de radio, n'étant pas radio amateur, donc j'ai pas le droit d'émettre avec des puissances de 20 watts. Et surtout, comme je l'ai déjà dit souvent, moi je suis pas du tout fan des tubes. Je pense pas que je l'utiliserai un jour, mais voilà, c'est quand même, on peut voir un beau tube qui, à mon avis, doit être tout à fait fonctionnel. Enfin bon, comme ça, il a l'air en bon état. Alors, tant qu'on était dans les tubes, il y avait un certain nombre d'ampoules, en fait, qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est des ampoules, voilà, à filament, donc là, avec différents culots. Donc là, il y a énormément de types d'ampoules, même si maintenant avec les LED c'est quand même moins utilisé. On a ces modèles ici qu'on appelle navettes, voilà, qui, enfin c'est pas réellement des navettes, ces ampoules là qu'on avait énormément dans des voyants de type téléphonique et autres. Enfin bon, le nombre de boutons poussoirs ou d'indicateurs lumineux qui utilisent ce genre d'ampoules, ça existe en différentes tailles. Là, on en voit des plus petites. Et là, par exemple, voilà, on voit c'est des 6 volts 200 milli, celle-là c'est des 24 volts 50 milli. Et donc, voilà, c'était énormément utilisé dans plein de systèmes, sachant qu'en effet, avec les LED maintenant, c'est rare quand même qu'on utilise encore des trucs à filament, sachant qu'il existe des ampoules à LED qui reprennent le même boîtier, et de façon à pouvoir justement être remplacées. Enfin voilà, ça a été très très utilisé, même si ça l'est moins maintenant. Alors après, il y avait plein de composants de puissance, a priori 9. On va les regarder rapidement. Donc là, on a ce truc là qui est tout simplement, comme on peut voir, il y a le schéma dessus. En gros, un assemblage de 6 transistors de puissance montés comme ça en pont, ce qui permet par exemple de faire typiquement un onduleur, un inverteur, comme le disent les Anglais, triphasé, par exemple pour piloter un moteur ou un truc comme ça. Donc là, voilà, on a ce système là qui peut se brancher sur cette plaque là de cuivre probablement, enfin de cuivre, je veux dire, étamé, et qui va permettre un bon refroidissement. Et bon là, je connais pas la puissance de ce truc là, enfin c'est sans doute quelque chose qui va quand même déjà commencer à tenir des ampères. Donc ça, c'est assez intéressant, on a tout ce bloc d'un coup. Après, l'inconvénient de ça, c'est que s'il y a un des transistors qui est mort, faut tout changer. Donc il y avait ça. On retrouve là, pareil, dans la puissance, là on commence à avoir des boîtiers des fois un peu bizarres. Là, on a, comme on peut voir, ce double thyristor. Donc on a les gâchettes ici sur les petites connexions, et là les connexions de puissance. Donc là, voilà, on a ce truc-là, qui peut bien sûr servir aussi à différentes choses. Là, on a encore un autre modèle, pareil, toujours ce truc-là, c'est fait pour être fixé éventuellement sur des radiateurs. Et là, on voit c'est des composants neufs. Par exemple, là, on a c'est chez Radiosphere, 25 ampères, 800 volts. Et pareil, on peut voir que c'est pas le petit truc quand même. Et là, encore une fois, on voit que c'est un double
double thyristor. Et ça, qui peut être utilisé voilà, dans plein de systèmes, la pré-régulation d'alim, des choses comme ça, ou des variateurs de vitesse, enfin des tas d'utilisations. Alors déjà, voilà, 25 ampères, ça fait quand même déjà des beaux trucs. Et là, on en a encore un autre. Voilà, 25 ampères, 800 volts. Bon, c'est pas exactement la même ref, enfin voilà, on peut voir que ça se ressemble pas mal. Donc ça, c'est des composants qui sont bien sûr tout à fait encore utilisables. Même si c'est vrai que maintenant, on a tendance à un petit peu délaisser les thyristors au profit des MOSFET, c'est quand même des composants tout à fait bons. Puis là, on voit qu'ils sont dans leur emballage d'origine, donc voilà, c'est des composants, je veux dire, c'est ce qu'on peut appeler du NOS, hein, comme je l'ai souvent dit, du New Old Stock. Alors après, il y avait ça. Alors ça, c'est quoi? C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé et que pour beaucoup, vous allez savoir tout de suite ce que c'est au premier coup d'œil. C'est ce qu'on appelle vulgairement un clixon. Hein. Donc en gros, c'est un interrupteur thermique, voilà, qui alors, se déclenche à une certaine température. Donc normalement, c'est marqué dessus. Apparemment, ça serait 70 degrés. Et donc, c'est des trucs qui se coupent automatiquement au bout de 70 degrés, sachant que certains, comme on peut le voir, celui-là, a priori, il a un bouton, sont éventuellement réarmables. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de clixons. Il y en a qui, arrivés à la température de régime, se coupent. Puis quand ils refroidissent, ils refont. Hein. Il y a ce qu'on appelle un hystérésis, un petit peu entre la température où ils se coupent et la température où ils redeviennent passants. Mais il y en a, comme on peut voir aussi, là, qui ont un bouton de réarmement. C'est-à-dire que passé une certaine température, ils se coupent. Hein, donc là, c'est plutôt des sécurités. Et voilà, si on veut... une fois qu'on a vérifié pourquoi il y a eu un problème, on peut les réarmer en appuyant sur le bouton. Je pense que ce modèle-là doit être de ce style-là, je suppose. Enfin voilà, donc ça, c'est hyper utilisé. On trouve ça dans énormément de machines, d'électroménagers, de choses comme ça. Alors c'est pareil, hein, c'est pareil que Clixon, à ma connaissance, c'est une marque, mais c'est rentré un petit peu dans les mœurs. C'est comme quand on parle de frigidaire pour un réfrigérateur. Le frigidaire, à la base, c'était une marque. Alors ensuite, il y avait ces connecteurs, qui sont ce qu'on appelle des connecteurs Twinax. Alors l'idée de Twinax, c'est pas réellement lié qu'à un connecteur. L'idée, en fait, c'est d'avoir des câbles coaxiaux, mais qui contiennent à l'intérieur, on va dire, une sorte de paire différentielle, c'est-à-dire deux âmes, et qui permettent d'avoir des liaisons quand même à grande vitesse. Et il y a ce genre, par exemple, de connecteurs, même s'il y en a d'autres, qui sont des connecteurs où, comme on peut voir, il y a deux connecteurs à l'intérieur. On peut le voir un peu comme une sorte de connecteur blindé. Et ce genre de choses, ça sert généralement donc, à des liaisons à grande vitesse. C'est IBM, par exemple, qui a pas mal utilisé ça. Donc là, voilà, il y a deux connecteurs comme ça. Donc là, j'en ai pas des comme ça. Donc j'ai pas non plus le connecteur femelle qui va avec, mais enfin bon. Je sais pas si un jour j'utiliserai ça, mais enfin au moins ça enrichit ma collection. Alors ensuite, il y avait ce magnifique afficheur LCD qui fait, alors je ne l'ai pas testé, je ne sais pas si c'est une ligne de gros caractères ou plusieurs lignes de plus petits. En l'inclinant un peu, on voit un peu les matrices, donc apparemment voilà, ça doit être deux lignes de 64 caractères, je pense, comme ça. On peut voir qu'il y a un rétroéclairage en dessous là. Et donc, ça c'est tout à fait utilisable, j'en ai déjà des connecteurs comme ça. Alors, après il faut regarder, mais souvent ils utilisent tous à peu près la même logique, donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait piloter avec un Arduino ou un truc comme ça. Alors après ça, alors ça c'est pareil, c'est magnifique, c'est des modules qu'on peut voir, des cartes enfichables, hein, qui datent sans doute des années 60-70 et qui utilisent un composant très spécial qu'on appelle un Nuvistor. Alors voilà un Nuvistor. Alors ça se présente comment? On peut voir sous forme de cette petite capsule métallique avec, on peut voir là ce socle céramique. Alors un Nuvistor, à la base, c'est un tube. C'est une sorte de tube miniature. Donc c'est pas du tout basé sur les semi-conducteurs. Je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur la doc, hein, pour ceux qui veulent approfondir. Enfin, on va dire, ça a été à un moment donné une sorte d'étape transitoire entre les tubes et les transistors. Et c'est des composants qui étaient quand même relativement performants, qui existaient avec différentes caractéristiques, et qui présentaient quand même des grandes impédances d'entrée. Par exemple, mes tout premiers oscilloscopes, par exemple, mon oscilloscope 4J, utilisait un Nuvistor comme ça, en élément d'entrée, hein, dans la mesure où ça permettait d'avoir une haute impédance d'entrée avec une bonne bande passante. Donc voilà, comme ça. Alors là, on peut voir ces modules
qui, alors je ne sais pas de quel appareil ça vient, et sur lequel on voit ces Nuvistors, donc qui sont sur des supports comme ça en fichable, hein, donc on peut les enlever et les remettre assez facilement. Et là, donc, voilà, on peut voir ces différents condensateurs, ces résistances. Donc ça, c'est en effet très typique hein, de ce qu'on avait dans les années 60-70, dans ces eaux-là. C'est vraiment de l'électronique de cette époque. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que si on regarde ces Nuvistors, ils ont des références Tektronix. Hein, qu'on voit des références genre 157- quelque chose, souvent, c'est des références Tektronix, hein, sachant que Tektronix, enfin du moins, je ne sais pas s'ils le font encore maintenant, mais pendant très longtemps, en gros, tous leurs composants avaient leur propre référence Tektronix, qui correspondait souvent à des références standards. Mais alors, des fois, il faut se méfier, parce que des fois, c'était par exemple des composants faits sur mesure ou triés. Par exemple, si on regarde des références Tektronix d'AmpliHop, bah, on voit qu'à la base, c'est un 741, mais des fois, il faut se méfier. On ne peut pas mettre n'importe quel 741 parce qu'ils avaient été triés ou c'était des lots spéciaux ou des trucs comme ça. Enfin, donc voilà, ici, on a ce système-là. Là, on en a un autre. Alors là, il y a un truc que j'avais jamais vu. C'est une sorte de Nuvistor, mais on va dire de puissance, quelque part. Voilà, où on a... donc, il est aussi en fichable. Hein. Voilà, on va pouvoir l'enlever en tirant dessus gentiment. Bon, enfin bon, j'arrive pas à l'enlever, il doit être coincé. On voit qu'il est quand même en fichier, mais on voit qu'il a voilà, ce petit chapeau là de puissance qui vient dessus. Alors ça, c'est vrai que j'en avais jamais vu des comme ça. Là, on voit une carte qui est assez riche aussi, où on voit aussi, là, il y a quand même des semi-conducteurs, on peut voir ces diodes. Et là, on peut voir un truc qui était très souvent fait, de voir cet enroulement ici, qui n'a pas tellement un intérêt... je veux dire, électrique. Hein, c'est pas l'idée, c'est pas sur une bobine ici. L'idée, c'était de faire une sorte de pont thermique, de façon à ce que quand on les soude, ça chauffe pas trop les diodes ici. C'est-à-dire que le temps de la soudure faisait une sorte d'absorbeur thermique. Et c'est vrai que pendant un temps, on conseillait de monter les semi-conducteurs, les diodes, justement comme ça, de façon à leur éviter un choc lors de la soudure. Donc là, on voit ça très très bien. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, comme ça. Puis ces résistances là qui tombent, sont des bonnes résistances. Hein. Je crois que c'est Sfernis qui faisait ça. Là, on voit différents condensateurs. Là, on peut voir aussi c'est ce condensateur jaune là. Alors, c'est des condensateurs non polarisés, mais on voit quand même cette barre noire. Et cette barre noire montre l'armature qui est extérieure. Ça veut dire que généralement, on va tendre par exemple à le mettre à la masse, de façon à limiter les influences de parasites ou de trucs comme ça. Donc voilà, c'était quand même déjà, comme on peut voir, hein, du circuit double face époxy. Alors d'où ça vient, honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Alors ça vient peut-être d'appareils Tektronix, vu que il y a quand même des trucs Tektronix dedans, ça se trouve ça vient d'un oscilloscope ou de quelque chose comme ça. Et là on a encore cette carte. Donc là bon, c'est pareil, je n'aurais sans doute jamais l'usage, mais voilà, pour le côté collection, c'est assez collector d'avoir ça. Alors en parlant de Tektronix, il y avait aussi dans ce magnifique colis de fan 2 tiroirs. Alors, je vais prendre un peu comment dirais-je, de distance là pour pouvoir les filmer, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tiroirs hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle des tiroirs d'oscilloscope, où assez rapidement, alors, je suis pas sûr que ce soit Tektronix qui ait commencé à faire ça, mais ils l'ont fait quand même très tôt, ils ont fait ce qu'on appelle des oscilloscopes à tiroirs. Alors, c'est quoi l'idée de l'oscilloscope à tiroir? C'était de se dire, dans un oscilloscope, il y a une partie que je veux dire quasiment commune à tous les oscillos, c'est la partie alimentation, haute tension, tube cathodique, toute cette partie-là, c'est la même pour tout le monde. Donc, derrière, après, par contre, on peut avoir des différences au niveau de la bande passante, du type d'entrée, du type de base de temps, est-ce que c'est une double base de temps, patati patata. Et donc, là, l'idée, c'était de se dire, bah, au lieu de refaire plein de sortes d'oscilloscopes, on fait une sorte d'oscilloscope, je veux dire, standard, avec des parties amovibles. Et ces parties amovibles, c'est ce qu'on appelle justement des tiroirs. Et il y a après différents types de tiroirs, aussi bien au niveau X, Y, il y a des tiroirs analyseurs logiques, des tas de trucs. Et donc il y avait plusieurs séries, et dans les séries, on va dire un peu mythiques des oscillos Tektronix, il y avait 2 grandes séries, la série dite 5000 et la série dite 7000.
Donc ça, c'est des tiroirs de série 5000, et c'est des tiroirs, on va dire, d'entrée verticale. Alors celui-là, c'est un des tiroirs qui étaient les plus économiques, et en fait, je veux dire, si on avait juste besoin, enfin, je veux dire, du minimum, bah, il a l'avantage de ne pas coûter cher. On voit que c'est une entrée, on a ici couplage AC/DC ground, on a la position, et là, voilà, je veux dire, la gamme d'entrée, en volt par centimètre. Là, est-ce que le tiroir est actif ou pas? Et puis ça s'arrête à peu près là. Donc là, voilà, ça permettait quand même, voilà, d'avoir, si on avait besoin de pas plus, de pas payer plus. Là, on a quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Voilà, je sais pas si on voit. Où là, on a un tiroir qui est à la fois différentiel. Hein, c'est-à-dire qu'il remplace une sonde différentielle, c'est-à-dire qu'on voit qu'il sait faire la différence là entre les deux avec différents couplages, et en même temps il a une fonction de comparaison celui-ci, donc il est déjà beaucoup plus complexe, mais voilà, si on avait besoin de ce genre de choses, il n'y avait pas de souci. Donc ça c'est assez intéressant, et là on peut voir que la fameuse série des tiroirs TM500, Tektronix a repris le même système, on peut voir que c'est exactement la même taille, donc en gros c'est les mêmes boîtiers pour les TM500 que pour les oscilloscopes de la série 5000, mais bien sûr c'est pas du tout compatible. D'ailleurs, c'est pour ça que ça intéresse, hein. Je me suis amusé justement à convertir un tiroir d'entrée différentiel pour la série 5000 en amplificateur différentiel pour la série TM500. Mais bon, je vais dire, c'était un peu histoire un peu pour le fun. Enfin voilà, à la base, ils sont pas compatibles. D'ailleurs, on peut même voir ici ces encoches, qui fait que normalement, on peut pas voilà, mettre n'importe quel tiroir dans n'importe quel connecteur. Donc voilà, alors on peut regarder un petit peu vite fait comment c'est fait à l'intérieur. Donc ces tiroirs-là, ils ont à peu près tous le même système. Ils ont ce système-là de verrouillage. Alors selon les versions, il y a eu pas mal de trucs. Et ils ont ces blindages ici amovibles. Et voilà, on retrouve là à l'intérieur. Donc là, comme ce tiroir est très simple, on voit qu'il a une électronique relativement simple. Très souvent, on voit qu'ils utilisent ces systèmes de rallonge qui permettent d'avoir les commutateurs, par exemple, au plus près de là où c'est utile. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, là, on retrouve chose qu'on retrouve dans énormément de ces tiroirs, c'est ces systèmes de commutation. Et ça, bien sûr, ça apporte beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que contrairement à un commutateur rotatif à galette, sur lequel il va y avoir des contacts multiples, de la commutation et surtout beaucoup de câblage, là, ça permettait d'avoir directement les contacts, je veux dire, branchés dessus. Et à l'intérieur de ça, en fait, c'est un système de cam. D'ailleurs, on peut peut-être l'ouvrir pour voir. Donc là, par exemple, voilà, on voit, j'ai enlevé le capot, on voit ici ce système de cam. Hein, donc il y a plusieurs galettes là avec différents petits méplats, en fait, des petits ergots en gros, qui viennent appuyer sur des contacts. Alors, je ne sais pas si on peut les voir facilement. Enfin, les contacts, c'est des contacts d'oreille qui sont soudés directement sur le circuit imprimé. Et donc, selon la position du contact, ça enfonce ou pas, c'est une sorte de micro-switch, hein, si on veut, et ça permet d'avoir ça. Donc, ça limite, comme on voit énormément, il n'y a pas besoin de faire de fil, des choses comme ça. Et ça fait des contacts qui, ma foi, sont relativement fiables. Après, c'est comme tous les contacts mécaniques, de temps en temps, surtout quand ils sont vieux, un petit coup de bombe contact, ça peut pas faire de mal. Même des fois, il y en a, ça arrive qu'à force, des fois, ils se cassent. Ça m'est arrivé d'en changer, mais enfin bon, c'est quand même assez rare. Et des fois, on voit que l'axe à l'intérieur est creux, comme on peut le voir là, ce qui permet par exemple d'avoir un réglage fin avec un bouton concentrique. Et on voit que ce bouton vient ici attaquer ce potentiomètre. Et après, voilà, on a aussi différents connecteurs là qui viennent se mettre là. Donc l'idée, bien sûr, de cette conception, c'était aussi d'avoir le moins de câblage possible entre la face avant et le circuit. Voilà, ça permet en gros de tout souder sur cette carte et après d'avoir le minimum de câblage, mais il y en a quand même. On peut voir ici, par exemple, là, ces fils qui viennent sur ce potentiomètre. Selon les époques, des fois, là, on voit, par exemple, il y a certains composants qui sont sur support. Il y a eu des tiroirs où tous les transistors étaient sur des supports ou des espèces de petites broches. Mais là, par exemple, déjà, on voit que c'est pas le cas. Là, on voit qu'il y a des transistors soudés. Mais celui-là, souvent, il y en a certains qui l'étaient. Par exemple, ça, généralement, c'est des doubles JFET appairés et qui, à la limite, comme c'est en plus l'étage d'entrée, ils peuvent être assez susceptibles d'être endommagés. Donc, voilà, pour pouvoir les changer facilement, ils étaient sur support. Donc, bon, voilà, pour ce genre de tiroir.
Et si on regarde l'autre, par exemple, là on peut voir qu'il y a beaucoup plus de monde, entre guillemets, à l'intérieur, ce qui est normal, hein, vu qu'il est quand même beaucoup plus complexe. Et là, on peut voir, des fois, il y a plusieurs étages, des fois, il y a aussi des circuits ici en sandwich. Là, on retrouve ce commutateur, mais il est beaucoup plus long, parce qu'il y a beaucoup plus de fonctions commutées. Mais on retrouve quand même, voilà, le côté potentiomètre, avec ici ce couplage qui permet de compenser, dans la mesure où c'est-à-dire pour pas avoir de point dur, c'est pas forcément possible d'avoir un alignement parfait. Donc ça, voilà, j'avais fait une vidéo un jour pour vous parler de ce genre de couplage. Il y en a plusieurs sortes, des fameux ODAM et trucs comme ça. Et là, c'est pareil, là on retrouve à la fois des transistors ou des ampli-op ou des comparateurs, voilà, qui sont aussi montés sur support. Donc là, on a ça, et de l'autre côté, alors ça arrive, là, on voit aussi que de l'autre côté, il y a quand même des fois aussi des commutateurs, et ainsi de suite. On notera les BNC ici, qui ont, comme on peut le voir ici, cet anneau autour, qui permet de détecter si on met une sonde x10, alors la sonde qui est prévue pour, en gros le système le sait, parce que ça fait un contact entre la masse et cet anneau, et ça permet au système de savoir. Alors là, on peut le voir, ici, je ne sais pas si on voit bien, il y a des ampoules, en fait c'est souvent des petits néons, ce qui fait que selon qu'on met une sonde x10 ou pas, ça permet de façon assez astucieuse de ne pas se tromper. Ici, on n'est pas obligé de faire le x10, on voit tout de suite la gamme qui est utilisée. Et là, on a un autre exemple, par exemple, de bouton avec cet interrupteur, ce bouton. Là, on a un 10 tours. Il faut savoir que dans la mesure où les faces avant étaient quand même assez limitées, des fois, ils étaient obligés de déployer des trésors d'ingéniosité pour essayer de faire tenir le maximum de fonctions. Et là, on retrouve par exemple des condensateurs qui étaient vraiment de très bons condensateurs, des condensateurs d'entrée propres à Tektronix. Alors pour finir, voici aussi quelque chose que j'avais jamais vu avant, je dois dire. Et ça m'a appris quelque chose, c'est ce qu'on appelle des fusibles bouteilles. Alors on peut voir ces fusibles, et c'est vrai que quelque part, on peut dire, voilà, ça rappelle un petit peu la forme d'une bouteille. Alors, je reconnais que je connaissais pas ce genre de fusible, donc j'ai fait quelques petites recherches. Et donc, c'est des fusibles qui sont assez anciens, qui sont, alors, on en trouve encore maintenant, on va dire, je pense que c'est plutôt pour des problèmes de compatibilité. Mais, en gros, il semblerait que il fut un temps où on trouvait ce genre de fusible, alors peut-être plutôt dans l'industrie, bien qu'a priori, ça avait pu être utilisé aussi dans des panneaux électriques de maison. Et donc l'idée, c'est que c'est des fusibles qui se mettent, je vais vous montrer tout à l'heure une photo, dans des portes fusibles qui sont adaptées, sachant qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, le diamètre ici de cette partie-là dépend du calibre. Ce qui permet de mettre le bon fusible au bon endroit. Et vous allez voir, ça se met dans des sortes de supports comme ça, qui viennent se visser par-dessus. Et en même temps, on peut voir ici cette petite coupelle, qui, en gros, sort si le fusible est coupé. Alors ça, par contre, je le connaissais, ce genre de coupelle, j'avais déjà vu sur d'autres fusibles, mais je veux dire de tubulaires classiques, et c'est une façon facile de trouver le fusible qui est pété, parce que s'il crame, en gros, ce truc-là ressort, et on voit tout de suite que c'est le fusible qui est cramé. Donc ça, c'est intéressant, permet d'avoir un truc visuel. Et donc là, on voit, par exemple, ce modèle-là, c'est un 6 ampères 500 volts, et celui-là, c'est un 50 ampères 500 volts. J'ai l'impression que ce truc-là, c'est à peu près tous des 500 volts. Ce qui change, bien sûr, c'est le courant. Alors, je rappelle aussi, parce que c'est une question qu'on me pose des fois, que je vois assez souvent sur les forums et autres, c'est que à quoi correspond la tension d'un fusible ? Un fusible, je rappelle que son but, c'est de faire que si à un moment donné, l'intensité qui le parcourt, c'est-à-dire le courant qui passe entre les deux bornes du fusible, dépasse une certaine valeur, et aussi pendant un certain temps, hein, parce que c'est pas instantané, ce système-là va fondre, hein, c'est tout simplement thermique, et en fondant, va interrompre le circuit. Donc c'est ça qui assure une protection. Parce qu'on peut comprendre que si par exemple, il y a un court-circuit dans une prise électrique et qu'il n'y a pas de fusible, dans la mesure où la source EDF peut fournir énormément de courant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fil va chauffer et potentiellement foutre le feu, voire même dans l'appareil qui est en défaut, on peut imaginer, je sais pas, un transistor qui est à moitié en court-circuit et tout, c'est pareil, s'il n'y a rien à un moment donné qui coupe le jus en cas de surintensité, ça peut faire des incendies, des tas de bêtises. Donc c'est ça le principe ici de ces fusibles. Alors pourquoi ici il y a une tension?
Il faut bien comprendre que, normalement, sur un fusible qui n'est pas cramé, il y a quasiment un court-circuit ici entre les deux. Si on mesure la résistance des deux côtés, là, ça va être quelque chose de très très faible, de l'ordre de quelques milliohms. Donc, la tension, on s'en fout. La tension aux bornes du fusible, quand il n'est pas cramé, elle est très faible. Elle est de quelques millivolts, voire moins, et en fonction, bien sûr, du courant qui passe à l'intérieur. Mais il est évident que une fois que le fusible est coupé, hein, imaginez ici, vous avez le secteur, là, vous avez une lampe en série, et derrière le secteur. Une fois que le fusible est coupé, si la lampe n'est pas cramée, bah, on voit bien que la tension disponible passe par la lampe, même si elle est éteinte, et se retrouve aux bornes du fusible. Et comme tout système soumis à une tension, si la tension devient supérieure à ce qu'on appelle la tension de claquage, bah, il peut y avoir un arc à l'intérieur, et qui fait que bah, à ce moment-là, enfin, voilà, il y a toujours une limite de tension, c'est comme un condensateur. Une tension max sur un condensateur, parce que passer cette tension-là, le champ électrique est tel que ça peut faire un arc et ça peut bousiller le diélectrique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il faut bien sûr respecter ici les tensions, mais il n'y a pas vraiment de notion de puissance. Il y a des gens qui me parlent des fois de la puissance d'un fusible, faire 6 fois 500 volts pour dire qu'il est capable de tenir 3 kW, je veux dire, ça n'a pas de sens hein, sur un fusible. Il faut se rappeler, c'est que si à un moment donné, on met un fusible quelque part, il doit être dimensionné par rapport donc, à la tension ici, potentielle maximum à ses bornes quand il est coupé, en quelque sorte. Hein, sachant que justement, les petits fusibles qu'on trouve d'habitude, là, les petits fusibles en verre, c'est pour ça que souvent dans les multimètres, on met mieux que ça. Pourquoi? Parce que justement, si à un moment donné, en plus, il crame et qu'il y a un fort courant, il peut se produire un arc électrique, et tant que l'arc sera valable, le fusible ne fera pas son office. C'est pour ça que j'en avais déjà parlé, hein, dans les fusibles, souvent, il va y avoir éventuellement une sorte de sable ou des dispositifs qui font que justement, il n'arque pas. Mais ça n'empêche pas que, voilà, il faut toujours respecter ici cette tension max sous peine d'avoir des problèmes, enfin non, surtout qu'on n'ait pas la protection voulue. Alors regardons maintenant un petit peu par exemple, quelques photos de porte-fusibles bouteilles comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé sur internet une page par exemple qui montre ici ce fameux fusible bouteille, et là on voit très bien voilà, le genre de porte-fusible associé, et dans lequel on va donc insérer le fusible, et qui, voilà, en haut on voit qu'on a cette ouverture qui va permettre donc de voir bah, le fameux petit indicateur qui montre que le fusible est éventuellement cassé. Donc voilà, vous voyez un peu ici différents trucs. Alors je reconnais hein, tout à fait que je savais pas du tout. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi avec les colis de fans. On en apprend aussi tous les jours. Ça m'a permis de voir qu'il y avait aussi ce genre de fusible que j'ignorais. Hein, j'avais jamais vu ça. Pourtant, enfin, j'ai souvent vu des vieilles installations électriques, mais ils avaient pas ce genre de truc. Ils avaient les bons vieux fusibles à porcelaine, là, ou alors ce qu'on appelait les plombs, ces espèces de broches sur lesquelles on pouvait aller mettre justement un fil de plomb entre les deux connexions. Donc ça, je pense que peut-être que c'est parce que ça a été quand même peut-être plus utilisé dans l'industrie que dans les maisons. Voilà, bon, je m'arrête là parce que cette vidéo commence à être assez longue. Alors honnêtement, il n'y avait pas que ça dans ce colis de fan, mais bon, il y a des choses que je vous avais déjà montrées dans d'autres colis et tout, comme des connecteurs, des choses comme ça, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Et surtout, quelque chose qui a de l'intérêt, mais que je vous montrerai sans doute plus tard, c'est qu'il y avait énormément de composants de circuits intégrés de différents types. Alors, il y en a beaucoup qui étaient de la série 4000, MOS, des portes logiques, des choses comme ça. Mais il y en avait certains qui étaient, certains justement des circuits intégrés de légende, dont par exemple le fameux LM2917 ou le LM331 ou des trucs comme ça, qui je pense feront l'objet plus tard d'autres vidéos, parce que c'est des circuits, je pense, intéressants. En tout cas, voilà, un grand merci à Joël, c'est toujours intéressant pour moi de découvrir toutes ces merveilles et de vous les présenter. Je sais que vous êtes assez nombreux à aimer ce genre de vidéos. Tiens Maurice, ça va Maurice, qu'est-ce que tu fais de beau? Tu fais des mots croisés. Ah super. Et alors, qu'est-ce que tu cherches? Un mot de 9 lettres qui se termine par un G. Attends, j'ai essayé de t'aider. Bah branlette. Branlette fait 9 lettres et ça se termine par un G. Allez, là-dessus, que Grand Fuse vous protège, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.